L'année 980 marque la naissance d'un homme qui allait devenir l'un des archers les plus redoutés de l'ère viking. Dans la région de Mélus, au cœur du Trøndelag norvégien, Eindride, un propriétaire terrien puissant et respecté, accueille son fils. On le nomme Einar. Personne ne sait encore que ce petit garçon deviendra le tireur d'élite le plus légendaire de la Scandinavie médiévale, l'homme dont le surnom résonnera à travers les siècles. Le Trøndelag de cette époque n'est pas un simple territoire. C'est le cœur battant de la politique norvégienne, le centre névralgique où se décide le destin des rois et des royaumes. Les fermes de Mélus appartiennent aux familles les plus influentes du pays. Le père d'Einar contrôle des terres immenses et possède une richesse qui fait de lui un acteur majeur de la région. Le jeune Einar grandit donc dans un environnement de pouvoir, d'intrigues politiques et de guerres constantes entre les différentes factions qui se disputent le contrôle de la Norvège. Mais ce qui distingue réellement Einar des autres fils de nobles, c'est son talent extraordinaire pour le tir à l'arc. Dès son plus jeune âge, il passe des heures à s'entraîner. Pendant que les autres enfants jouent, lui perfectionne sa technique. Son bras se muscle, son œil s'affûte, sa concentration devient absolue. Les arcs vikings de cette époque ne sont pas des jouets. Fabriqués à partir d'un seul morceau de bois, généralement de l'if ou de l'orme, ils peuvent atteindre une puissance de traction de 80 à 100 livres. Pour tirer avec de tels arcs, il faut une force considérable et une maîtrise technique parfaite. Les sources historiques rapportent qu'Einar pouvait transpercer un bouclier de bois épais à une distance où d'autres archers peineraient à atteindre leur cible. Plus impressionnante encore, il développe une capacité quasi surnaturelle à toucher des cibles en mouvement, même sur des navires ballottés par les vagues. Cette compétence fera de lui un atout inestimable dans les batailles navales qui caractérisent l'époque viking. Le surnom qui lui sera attribué reflète cette maîtrise exceptionnelle. Tambarskjelve peut se traduire de deux manières. L'interprétation la plus flatteuse, et celle qui correspond à sa réputation, vient du vieux norrois « tom », signifiant « corde d'arc ». Le nom signifierait alors « celui qui fait trembler la corde de l'arc ». Chaque fois qu'il décoche une flèche, la corde vibre avec une puissance telle que le son devient reconnaissable sur les champs de bataille. Ses ennemis apprennent à craindre ce bruit caractéristique qui annonce qu'une flèche mortelle vient d'être tirée avec une précision chirurgicale. Certains historiens ont proposé une autre interprétation, moins glorieuse, suggérant que Tamb pourrait se référer à son ventre. Mais cette explication ne tient pas la route quand on examine les récits de ses exploits militaires. Un homme ayant participé à d'innombrables batailles, monté à bord de navires vikings pendant des décennies, n'aurait jamais pu accomplir ce qu'Einar a accompli s'il avait été physiquement diminué. Les sagas le décrivent comme un guerrier redoutable, capable de tenir sa position pendant des heures lors de combats acharnés. À l'âge de 18 ans, Einar a déjà acquis une réputation qui dépasse largement les frontières du Trøndelag. Ses flèches ne manquent jamais leur cible. Plus impressionnante encore, il possède une compréhension instinctive de la physique du tir. Il calcule mentalement la distance, la force du vent, le mouvement de sa cible. Ces calculs se font en une fraction de seconde, sans réflexion consciente. Son cerveau et son corps forment une machine de guerre parfaitement rodée. L'an 1000 marque un tournant dans l'histoire de la Scandinavie. Le roi Olaf Tryggvason, qui règne sur la Norvège depuis 5 ans, s'est fait de nombreux ennemis. Ce souverain ambitieux a voulu unifier le pays sous sa bannière et imposer le christianisme par la force. Ces méthodes brutales ont provoqué l'hostilité de puissants voisins. Le roi du Danemark, Sven à la barbe fourchue, le roi de Suède, Olof Skotkonung, et surtout le jarl norvégien Erik Håkonsson ont formé une alliance pour le renverser. Einar, tout juste âgé de 20 ans, sert dans la flotte du roi Olaf. Il embarque à bord du Ormen Lange, le long serpent, le vaisseau amiral du roi. Ce navire est une merveille d'ingénierie viking, le plus grand drakkar jamais construit à l'époque. Ses 34 bancs de rameurs peuvent propulser ce géant des mers à une vitesse impressionnante. À sa proue se dresse une tête de dragon sculptée qui terrifie les ennemis. Le 9 septembre 1000, la flotte d'Olaf navigue dans la Baltique, sur le chemin du retour après une expédition dans les terres d'Evend. Le roi ne se doute pas qu'un piège mortel l'attend près de l'île de Svolder. Ses ennemis sont cachés, leurs 70 navires prêts à fondre sur lui.
Le plan de l'ennemi est diabolique. Sigvald Jarl, que le roi considère comme un allié, trahit sa confiance. Il laisse passer la majeure partie de la flotte norvégienne, puis les vaisseaux ennemis surgissent pour attaquer l'arrière-garde où se trouve le roi. Olaf réagit avec la bravoure d'un guerrier viking. Au lieu de fuir, il choisit de combattre. Il ne dispose que de 11 navires contre une armée navale écrasante. La tactique déployée par Olaf est classique mais efficace. Il ordonne à ses navires de s'amarrer les uns aux autres, créant une forteresse flottante. Le Long Serpent occupe le centre de cette formation. Cette disposition transforme une bataille navale en combat rapproché, réduisant l'avantage numérique de l'ennemi. Les Norvégiens ne peuvent pas être encerclés navire par navire. Chaque vaisseau ennemi qui s'approche doit affronter la puissance de feu concentrée de plusieurs bâtiments norvégiens. C'est dans ce contexte apocalyptique qu'Einar va se révéler. Posté sur le pont du Long Serpent, il se tient près du mât, son arc à la main. Autour de lui, le chaos de la bataille fait rage. Les cris des guerriers, le choc des épées contre les boucliers, les hurlements des blessés créent une cacophonie infernale. Les flèches volent dans toutes les directions, formant des nuages mortels au-dessus des navires. Mais Einar reste concentré. Son regard balaie le champ de bataille, cherchant les cibles prioritaires. Il ne tire pas au hasard. Chaque flèche compte. Il vise les chefs ennemis, les archers adverses, les hommes qui tentent d'aborder les navires norvégiens. Sa précision est dévastatrice. Les sources historiques rapportent qu'il abat plusieurs officiers ennemis, semant la confusion dans les rangs adverses. Les archers ennemis remarquent rapidement qu'un tireur norvégien fait des ravages. Ils concentrent leurs tirs sur lui. C'est alors que se produit l'incident qui deviendra légendaire. Einar bande son arc, visant un chef danois particulièrement menaçant. Au moment précis où il atteint la tension maximale, une flèche ennemie frappe son arc en plein milieu. Le bois se fend avec un craquement sonore qui domine momentanément le bruit de la bataille. Le roi Olaf, qui se bat non loin, entend ce bruit caractéristique et crie par-dessus le tumulte « Qu'est-ce qui a craqué si fort ?» La réponse d'Einar est entrée dans l'histoire. D'une voix forte et claire, il répond « La Norvège de vos mains, mon roi. » Cette phrase résume à elle seule la situation désespérée des Norvégiens. L'arc brisé d'Einar symbolise la défaite imminente. Sans son meilleur archer pour tenir l'ennemi à distance, les chances de victoire s'amenuisent encore. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le roi, comprenant l'importance d'Einar dans la bataille, lui lance son propre arc. « Prends mon arc et tire !» ordonne-t-il. Einar attrape l'arc royal et tente de le bander. Mais quelque chose ne va pas. Il tire la corde jusqu'à son oreille, comme il en a l'habitude. La pointe de la flèche dépasse largement l'arc. C'est impossible de tirer avec précision dans ces conditions. L'arc du roi n'a tout simplement pas la puissance nécessaire pour le style de tir d'Einar. Sa réponse devient la deuxième phrase légendaire de cette bataille. Trop faible est l'arc d'un roi puissant. Cette remarque n'est pas une insulte, c'est un constat technique. Olaf Tryggvason est un excellent guerrier, mais son arc n'est pas conçu pour la même utilisation qu'Einar. Le jeune archer a développé un style de tir nécessitant une puissance extraordinaire, permettant d'atteindre des cibles à des distances où d'autres ne peuvent même pas espérer tirer. Einar jette l'arc royal et saisit son épée et son bouclier. Le tireur d'élite devient guerrier de mêlée. Les sources affirment qu'il continue à se battre vaillamment jusqu'à la fin de la bataille. Le roi Olaf disparaît pendant l'affrontement, probablement en se jetant à la mer plutôt que d'être capturé. Son corps ne sera jamais retrouvé, alimentant les légendes selon lesquelles il n'est jamais vraiment mort. Einar, lui, survit. Cette survie est remarquable en soi. La bataille de Svolder est un carnage. La plupart des guerriers norvégiens présents trouvent la mort dans les flots ou sur les ponts ensanglantés des navires. Qu'Einar s'en sorte vivant témoigne non seulement de sa chance, mais aussi de ses compétences au combat rapproché quand son arc ne peut plus servir. La défaite de Svolder redistribue les cartes politiques en Norvège. Les vainqueurs se partagent le pays. Le jarl Erik Håkonsson prend le contrôle d'une grande partie du territoire, gouvernant au nom du roi danois Sven. La Norvège perd son indépendance, devenant en pratique un protectorat danois. Pour Einar, cette situation aurait pu signifier la fin de sa carrière.
il a combattu aux côtés du roi vaincu. Il aurait pu être éliminé comme ennemi des nouveaux maîtres du pays. Mais Einar possède un autre talent, tout aussi redoutable que son tir à l'arc, l'instinct politique de survie. Il se réconcilie avec les vainqueurs. Cette décision pragmatique choque certains de ses contemporains qui la voient comme une trahison. Mais Einar comprend les réalités du pouvoir. Continuer à résister ne servirait à rien d'autre qu'à se faire tuer. En faisant la paix avec Erik Håkonsson, il assure sa survie et celle de sa famille. Cette réconciliation s'accompagne d'un mariage stratégique qui renforce considérablement sa position. Il épouse Bergljot Håkonsdatter, la propre sœur d'Erik Håkonsson et fille du puissant jarl Håkon le Grand. Par cette union, Einar s'intègre dans la famille des jarls de Lade, l'une des dynasties les plus puissantes de Norvège. Les jarls de Lade ne sont pas des nobles ordinaires. Ils gouvernent le nord de la Norvège et le Trøndelag avec une autonomie quasi totale depuis des générations. Leur lignée remonte à des temps immémoriaux. En épousant Bergljot, Einar ne devient pas seulement un membre de cette famille prestigieuse, il en devient l'un des piliers. Mais le paysage politique norvégien reste instable. En 1015, un nouveau prétendant au trône émerge. Olaf Haraldsson, qui deviendra plus tard connu sous le nom d'Olaf le Saint. Ce jeune chef de guerre ambitieux revient en Norvège après avoir passé des années en exil. Il est déterminé à reprendre le pays aux Danois et à leurs alliés norvégiens. La confrontation entre Olaf Haraldsson et les jarls de Lade devient inévitable. Elle culmine avec la bataille navale de Nesjar en 1016. Einar se retrouve une fois de plus au cœur d'un affrontement majeur. Cette fois, il combat aux côtés du jarl Svein Akonarsson, le fils de Håkon et beau-frère d'Erik, contre les forces d'Olaf Haraldsson. La bataille de Nesjar se déroule dans un fjord. Les navires des deux camps s'affrontent dans un espace confiné où la manœuvrabilité est limitée. Dans ce contexte, les archers jouent un rôle crucial. Einar, maintenant un vétéran de 36 ans, fait une fois de plus la démonstration de ses talents exceptionnels. Il abat de nombreux ennemis, semant la panique dans les rangs d'Olaf. Mais malgré les efforts d'Einar et des autres guerriers, Olaf remporte la victoire. Sa stratégie et sa détermination l'emportent sur l'expérience des jarls de Lade. Svein Akonarsson doit fuir le pays. Erling Skjalgsson, un autre noble puissant qui s'opposait à Olaf, est forcé de reconnaître le nouveau roi. Einar, lui, s'en sort une fois de plus indemne. Il ne fuit pas. Il ne se rend pas non plus. Il retourne simplement dans ses terres de Mélus et reste en opposition silencieuse au roi. Cette position précaire aurait pu lui coûter la vie, mais Olaf Haraldsson se montre étonnamment clément envers lui. Pendant les années qui suivent, Einar marche sur une corde raide. Il doit maintenir son pouvoir local tout en évitant de provoquer ouvertement un roi qui n'hésite pas à éliminer ses opposants. Sa réputation d'archer légendaire et de guerrier valeureux lui offre une certaine protection. Un homme aussi respecté ne peut pas être éliminé sans raison, sous peine de soulever tout le Trøndelag contre le roi. En 1022, Olaf et Einar négocient une réconciliation officielle. Les termes exacts de cet accord ne sont pas connus, mais ils permettent à Einar de conserver ses terres et son influence. Cependant, cette paix reste fragile. La méfiance mutuelle persiste. Olaf sait qu'Einar représente une menace potentielle. Einar sait que le roi n'oubliera jamais son opposition passée. L'année 1028 marque un nouveau tournant. Olaf Haraldsson fait face à une rébellion majeure soutenue par le puissant roi danois Knut le Grand. Les nobles norvégiens, fatigués des méthodes autoritaires d'Olaf et de sa christianisation forcée, se soulèvent. Einar, fidèle à son habitude d'opportunisme politique, soutient cette rébellion. La raison de ce soutien n'est pas difficile à comprendre. Einar n'a jamais vraiment accepté l'autorité d'Olaf. Il a simplement attendu le moment propice pour agir. Quand une puissance aussi formidable que celle de Knut le Grand entre en jeu, Einar saisit l'opportunité. Mais Einar fait preuve d'une intelligence tactique remarquable. Il ne participe pas directement au combat. Quand Olaf revient en Norvège en 1030 et que la bataille décisive de Stiklestad se profile, Einar est en Angleterre. Il rend visite au roi Knut, cultivant ses relations avec le futur maître de la Norvège. Cette absence au moment crucial de la bataille de Stiklestad
où Olaf trouve la mort, sauve la carrière politique d'Einar. Ceux qui ont participé à la bataille et tué le roi portent ensuite une marque indélébile. Kalv Arnesson, l'un des principaux leaders de la rébellion, et Thorir Hund, qui aurait porté le coup fatal à Olaf, sont contraints de vivre avec le poids de ce meurtre. Après qu'Olaf soit proclamé saint, leur position devient intenable. Einar, lui, a les mains propres. Il s'est opposé à Olaf, certes, mais il n'a pas participé à sa mort. Cette position lui permet de naviguer dans le nouveau paysage politique avec une liberté que d'autres n'ont pas. Après Stiklestad, Knut le Grand place son fils Svein comme vice-roi de Norvège, avec sa mère Elfgifu comme régente de fête. Einar s'attend à être récompensé pour son soutien. Après tout, il est le noble norvégien le plus puissant qui a soutenu les Danois. Il pense légitimement qu'il devrait gouverner la Norvège au nom de Knut. Mais Knut a d'autres plans. Il n'a aucune intention de laisser un noble norvégien devenir trop puissant. En installant son propre fils, il garde le contrôle direct du pays. Cette décision enflamme la colère d'Einar. Pour la première fois de sa longue carrière, il a fait un mauvais calcul politique. Elfgifu et Svein se révèlent être des dirigeants désastreux. Ils imposent des lois danoises impopulaires, augmentent les taxes et aliènent rapidement la population norvégienne. Le ressentiment grandit dans tout le pays. Les Norvégiens commencent à voir le règne brutal, mais norvégien d'Olaf Haraldsson sous un jour plus favorable. Des rumeurs de miracles associés à la tombe du roi défunt circulent. Le processus de sa sanctification commence. Einar, toujours opportuniste, devient l'un des premiers nobles à promouvoir la sainteté d'Olaf. L'homme qu'il a combattu pendant des années devient soudain un martyr qu'il faut vénérer. Ce revirement peut sembler cynique, mais il est profondément politique. En soutenant la sanctification d'Olaf, Einar se positionne comme un leader moral et se rachète pour son opposition passée au roi. En 1035, la mort de Knut le Grand crée un vide de pouvoir. Son empire, qui s'étendait sur le Danemark, l'Angleterre et la Norvège, commence à se fragmenter. Einar voit son opportunité. Il conçoit un plan audacieux qui restera son chef-d'œuvre politique. Il voyage jusqu'à la Russe de Kiev, l'actuelle Russie, où s'est réfugié Magnus, le fils illégitime d'Olaf Haraldsson. Ce garçon n'a que 11 ans. Il vit en exil depuis la mort de son père, sous la protection du prince Yaroslav le Sage. Einar convainc Magnus de revenir en Norvège pour réclamer le trône de son père. Ce plan est brillant pour plusieurs raisons. Premièrement, Magnus est jeune et malléable. Un garçon de 11 ans ne pourra pas gouverner seul. Il aura besoin de conseillers, et Einar sera le principal. Deuxièmement, Magnus est le fils d'un saint. Son retour sera perçu comme une restauration légitime. Troisièmement, en ramenant le fils du roi assassiné, Einar efface définitivement sa propre opposition passée à Olaf. Mais Einar ne peut pas agir seul. Il forme une alliance improbable avec Kalv Arnesson, l'homme qui a mené l'armée paysanne contre Olaf à Stiklestad. Ensemble, ils représentent les deux principales factions qui s'étaient opposées au saint roi. Leur alliance envoie un message puissant. La Norvège est unie derrière Magnus. Le jeune Magnus revient en Norvège en 1035 et est proclamé roi. Les Norvégiens, soulagés de se débarrasser du régime danois impopulaire, l'accueillent avec enthousiasme. Einar négocie même un accord avec Hartakanut, le fils de Knut qui a hérité du Danemark, reconnaissant Magnus comme roi légitime de Norvège. Einar devient le véritable dirigeant de la Norvège. Magnus est roi de nom, mais c'est Einar qui prend les décisions importantes. Pendant plus de 10 ans, il gouverne le pays de facto. Il restaure l'ordre après le chaos de la régence danoise. Il maintient l'équilibre délicat entre les différentes factions nobles. Il assure la stabilité que la Norvège n'a pas connue depuis des décennies. Au fil des années, Magnus vieillit et commence à exercer un pouvoir réel. Mais Einar reste son conseiller le plus influent. Leur relation fonctionne bien parce que Magnus respecte l'expérience et la sagesse du vieil homme qui l'a ramené en Norvège. De son côté, Einar comprend qu'un roi fort mais coopératif sert mieux ses intérêts qu'un monarque faible qu'il devrait constamment manipuler. Cette période représente l'apogée du pouvoir d'Einar. Il a survécu à 3 rois, participé à d'innombrables batailles, navigué dans les eaux troubles de la politique norvégienne pendant plus de 4 décennies. Il est l'homme le plus respecté et le plus craint du pays. Son arc légendaire est devenu un symbole de son pouvoir.
Ses compétences politiques sont tout aussi redoutées que sa précision au tir. L'année 1045 amène des nuages sombres sur l'horizon d'Einar. Harald Sigurdsson, demi-frère d'Olaf Haraldsson, revient en Norvège après 15 ans d'absence. L'homme qui reviendra est très différent du jeune garçon qui a fui après Stiklestad. Harald a combattu dans la gare de Vareg à Constantinople. Il a accumulé une fortune colossale en servant l'empereur byzantin. Il a participé à des campagnes militaires en Sicile et en Bulgarie. Il a survécu aux intrigues mortelles de la cour byzantine. Cet homme qui revient est un guerrier aguerri, un tacticien brillant, et surtout, il possède une richesse qui peut être convertie en pouvoir militaire. Selon les lois de succession établies par Harald à la belle chevelure, Harald Sigurdsson a une revendication légitime au trône. Il n'hésite pas à la faire valoir. Le jeune Magnus, maintenant adulte, se trouve face à un dilemme. D'un côté, Harald est son oncle et un héros de guerre respecté. De l'autre, l'accepter comme co-roi signifie partager le pouvoir. Einar conseille à Magnus de refuser. C'est une erreur tactique majeure, peut-être la première véritable erreur d'une carrière politique autrement brillante. Einar sous-estime Harald. Il voit en lui simplement un guerrier ambitieux de plus. Il ne comprend pas que Harald représente un type de dirigeant complètement nouveau, un homme qui a vu le monde au-delà de la Scandinavie et qui revient avec des idées révolutionnaires sur le pouvoir et le gouvernement. Magnus ignore le conseil d'Einar et accepte de partager le trône avec Harald en fin 1086. Cette décision bouleverse Einar. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, son influence sur le roi est ouvertement contestée et rejetée. C'est un signe inquiétant des choses à venir. En 1047, Magnus meurt. Les circonstances exactes ne sont pas claires, mais sa mort est opportune pour Harald, qui devient seul roi de Norvège. Harald, qui sera plus tard surnommé Hardrada, le gouvernant dur, a des idées très précises sur la manière dont la Norvège doit être gouvernée. Il veut centraliser le pouvoir royal, réduire l'autonomie des nobles locaux, moderniser l'administration du royaume. Ces objectifs le mettent en conflit direct avec Einar, qui représente exactement le type de noble puissant et semi-indépendant que Harald veut neutraliser. La collision entre ces deux hommes est inévitable. D'un côté, Einar, maintenant âgé d'environ 67 ans, défenseur de l'ancien ordre où les grands nobles gouvernent leur territoire avec une relative indépendance. De l'autre, Harald, environ 32 ans, représentant d'une nouvelle vision de la royauté centralisée et absolue. Les premières confrontations sont politiques. Harald propose des réformes que Einar bloque. Einar mobilise d'autres nobles contre les initiatives royales. Harald cherche à réduire l'influence d'Einar en promouvant ses propres fidèles. La tension monte progressivement. Einar commet une erreur cruciale en sous-estimant la détermination de Harald. Il pense pouvoir gérer ce nouveau roi comme il a géré Magnus. Mais Harald n'est pas Magnus. Il n'a pas été ramené en Norvège par Einar. Il ne doit rien au vieil archer. Plus important encore, Harald a appris à Constantinople que les dirigeants qui hésitent à éliminer leurs ennemis ne durent pas longtemps. En 1088, les tensions s'intensifient. Harald annonce son intention de lever une armée pour attaquer le Danemark. Einar, en sa qualité de leader des nobles du Trøndelag, refuse de fournir des hommes. Sans le soutien du Trøndelag, Harald ne peut pas rassembler une force suffisante. Sa campagne est avortée avant même de commencer. Cette humiliation publique enrage Harald. Un roi qui ne peut pas lever une armée n'est pas vraiment un roi. Einar vient de démontrer publiquement que son pouvoir dépasse encore celui du monarque dans certaines régions. Pour Harald, cela ne peut pas continuer. Au cours des mois suivants, la situation se détériore. Einar commence à mobiliser ses alliés parmi les nobles et les chefs paysans. Il prépare une rébellion ouverte. Harald, de son côté, consolide son contrôle sur les régions qui lui sont fidèles et recrute des mercenaires avec sa fortune byzantine. La Norvège est au bord de la guerre civile. Les deux camps rassemblent leurs forces. Les observateurs se demandent si le vieil archer légendaire va une fois de plus démontrer ses talents sur le champ de bataille ou si le jeune loup impitoyable va écraser l'ancien ordre représenté par Einar. C'est alors que Harald fait un mouvement inattendu. Plutôt que de laisser éclater la guerre civile, il envoie un message à Einar. Il propose une rencontre pour négocier. Le lieu choisi est la ferme royale à Nidaros, l'actuel Trondheim.
Harald suggère qu'ils peuvent régler leurs différends par le dialogue plutôt que par l'épée. Pour Einar, cette proposition semble raisonnable. Après une longue vie de négociations politiques, il croit pouvoir trouver un terrain d'entente avec Harald. Peut-être qu'un compromis est possible. Peut-être que Harald, confronté à la réalité d'une guerre civile coûteuse, est prêt à modérer ses ambitions. Plusieurs de ses proches conseillent à Einar de se méfier. Harald a une réputation de cruauté et de duplicité, mais Einar écarte ces avertissements. Il a 70 ans. Il a survécu à d'innombrables dangers. Il a navigué dans les intrigues politiques pendant un demi-siècle. Il pense qu'il peut gérer cette situation comme il a géré toutes les autres. Einar se rend donc à Nidaros, accompagné de son fils Eindrid. La présence de son fils est significative. Elle montre qu'Einar ne s'attend pas à un piège. Il pense qu'il s'agit d'une véritable négociation. Ce qui se passe ensuite devient l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire norvégienne. Dès qu'Einar et Eindrid arrivent à la ferme royale, ils sont assassinés. Les hommes de Harald les tuent sans avertissement. Il n'y a pas de procès, pas d'accusation publique, juste une exécution froide et brutale. Harald a décidé qu'Einar devait mourir avant que sa base de soutien ne devienne trop forte pour être vaincue. En tuant également Eindrid, il élimine le successeur naturel d'Einar, celui qui aurait pu rallier les partisans de son père. La nouvelle de l'assassinat se répand rapidement à travers le Trøndelag. La réaction est explosive. Bergljot, la veuve d'Einar, refuse d'accepter passivement le meurtre de son mari et de son fils. Cette femme, fille de Jarl, sœur de Jarl et épouse du noble le plus puissant de Norvège, n'est pas du genre à se laisser intimider. Elle rassemble une armée. Les paysans du Trøndelag qui adoraient Einar affluent pour venger leur chef. Les nobles locaux, horrifiés par la trahison de Harald, se joignent à elle. En quelques jours, Bergljot dispose d'une force significative. Elle marche sur la ferme royale, déterminée à tuer Harald. Mais Harald, qui a anticipé cette réaction, a déjà fui. Il quitte Nidaros et se réfugie dans le sud de la Norvège, où son soutien est plus fort. Bergljot et son armée arrivent à la ferme pour trouver le roi parti. La situation est tendue. Les sources historiques rapportent que Harald est fortement détesté après le meurtre. Sans un leader capable d'unifier l'opposition, les fermiers et les nobles du Trøndelag ne parviennent pas à transformer leur colère en action militaire coordonnée. Bergljot, malgré son courage et sa détermination, ne peut pas remplacer Einar en tant que stratège politique et militaire. Harald joue sur le temps. Il sait que sans Einar, l'opposition finira par se fragmenter. Il évite toute confrontation directe pendant plusieurs mois, permettant à la colère de se dissiper progressivement. Sa stratégie fonctionne. L'armée de Bergljot se disperse peu à peu. Les nobles retournent à leurs terres. Les paysans rentrent chez eux pour les moissons. Quand Harald revient finalement dans le Trøndelag, il le fait avec une armée loyale. Il s'assure que personne ne peut plus contester son autorité. L'époque des nobles semi-indépendants est terminée. Le pouvoir royal centralisé qu'Harald recherche devient réalité. La mort d'Einar Tambarskjellve en 1050 marque la fin de deux époques cruciales de l'histoire norvégienne. Il est le dernier représentant des puissants jarls de Lade à exercer une influence politique majeure, mettant fin à des générations de domination de cette famille prestigieuse. Plus significatif encore, il est le dernier noble norvégien à briguer le pouvoir sans se réclamer de la lignée royale de Harald à la belle chevelure. Après lui, tous les prétendants au trône invoqueront cette ascendance, aussi douteuse soit-elle. Au-delà de ces considérations politiques, la réputation d'Einar comme archer légendaire transcende les siècles. Les sagas islandaises, rédigées 200 ans après sa mort, consacrent des passages entiers à ses exploits. L'épisode de son arc brisé à la bataille de Svolder devient l'un des moments les plus célèbres de la Heimskringla de Snorri Sturluson. Les sources rapportent des prouesses quasi surnaturelles. Transpercer une peau de bœuf crue avec une flèche émoussée, atteindre des cibles en mouvement sur des navires ballottés par les vagues à plus de 100 mètres de distance. Les arcs vikings possédaient une portée effective d'environ 200 mètres, mais rares étaient les archers capables de toucher une cible précise à cette distance. La plupart tiraient en arc de cercle, espérant simplement atteindre la zone ennemie. Einar, lui, visait et touchait des individus spécifiques, même aux limites extrêmes de cette portée.
Cette précision exceptionnelle résultait d'une pratique commencée dès l'enfance, créant une mémoire musculaire parfaite. Sa vision remarquable lui permettait de distinguer des cibles que d'autres ne percevaient que comme des silhouettes floues. Il avait également développé une compréhension intuitive de la balistique, calculant instantanément la trajectoire en tenant compte du vent, de la distance et du mouvement. Les commandants vikings le considéraient comme un atout stratégique majeur. Dans les batailles navales, éliminer rapidement les chefs ennemis pouvait démoraliser une flotte entière. Einar excellait dans ce rôle de tireur d'élite, repérant les bannières, les armures décorées, les hommes donnant des ordres. Une fois identifiés, ces leaders avaient peu de chances de survie. Sa seule présence créait une peur psychologique chez les défenseurs de fortifications qui savaient que se montrer sur les remparts pouvait être fatal. La municipalité de Mélus honore encore aujourd'hui sa mémoire en affichant un archer dans ses armoiries. Au XIXe siècle, pendant la Renaissance nationaliste norvégienne, Einar devient une figure culturelle importante. Johan Nordahl Brun écrit une pièce théâtrale à son sujet en 1772, considérée comme un jalon de la littérature norvégienne. Bjørnstjerne Bjørnson compose un poème sur la bataille de Svolder, et Edvard Grieg commence un opéra sur Olaf Tryggvason, où Einar devait jouer un rôle majeur. Cette œuvre fut finalement complétée et jouée en 2000 ans après Svolder. Les reconstituteurs historiques modernes, utilisant des répliques d'arcs vikings, ont confirmé qu'un archer très entraîné peut effectivement tirer avec précision à 100 à 150 mètres et que les tirs à 200 mètres restent possibles dans des conditions optimales, validant partiellement les récits historiques. L'histoire d'Einar offre des leçons profondes sur le pouvoir et la survie. Son arc brisé symbolise une vérité universelle. Même les plus compétents restent vulnérables face aux circonstances et à la malchance. Sa carrière politique démontre l'importance de l'adaptabilité dans un monde où les loyautés étaient fluides. Son ascension prouve qu'un talent exceptionnel peut compenser l'absence de sang royal. Sa fin tragique rappelle que même les survivants les plus habiles peuvent être trahis. Harald Hardrada représentait un nouveau type de dirigeant, formé aux méthodes byzantines où la trahison était un outil politique accepté. La vie d'Einar illustre la transition entre l'ancien ordre, où les nobles puissants gouvernaient avec une grande autonomie, et le nouvel ordre des monarchies centralisées. Il était du mauvais côté de cette évolution historique inévitable. Sa mort marquait symboliquement la fin de l'ère viking et le début du Moyen Âge scandinave. Aujourd'hui, plus de 1000 ans après sa mort, Einar reste une figure fascinante. Les historiens débattent encore de son caractère, héros patriotique ou opportuniste sans scrupules. La vérité se situe probablement entre ces extrêmes. Ce qui demeure indiscutable, c'est son talent d'archer extraordinaire, reconnu par toutes les sources, amicales ou hostiles. Son histoire résonne pour plusieurs raisons. Elle rappelle que le talent individuel compte, même dans les conflits de masse. Elle illustre la complexité de la loyauté dans des temps violents. Elle montre que même les plus compétents peuvent être vaincus par des circonstances incontrôlables. Les archers modernes voient en lui l'apogée de ce qu'on peut atteindre avec un arc simple. L'ambiguïté de son surnom Tambarskjälve ajoute du mystère à son personnage. La cathédrale de Nidaros aurait abrité sa tombe aux côtés de Magnus le Bon, symbole de réconciliation posthume, bien que les archéologues n'aient jamais retrouvé ces sépultures de manière définitive. Einar Tambarskjälve était un homme de contradiction, archer légendaire et politicien retors, guerrier valeureux et négociateur subtil. Sa vie de 70 ans traversa la période la plus tumultueuse de l'histoire norvégienne. Son talent au tir à l'arc le distingua, mais c'est son intelligence politique qui transforma ce talent en pouvoir durable. Malgré sa fin tragique, Einar a gagné l'immortalité. Son nom résonne aujourd'hui dans les armoiries communales, les poèmes, les débats historiques. Dans la mémoire collective norvégienne, il reste l'archétype de l'archer viking, l'homme dont chaque flèche tuait un ennemi, le noble qui refusa de se soumettre même au prix de sa vie. Son histoire rappelle que les individus peuvent influencer l'histoire par leur talent et leur détermination, mais que même les plus grands finissent vaincus par le temps ou des adversaires plus impitoyables. L'arc d'Einar s'est tu il y a 1000 ans, mais l'écho de ses flèches résonne encore. Sa légende est éternelle.